Voilà, ce soir, Cécile Rondé est avec nous. Elle est son invitée. Il s'agit de Gildas Didorokpen. Il est hydro-environnementaliste. On s'intéresse à l'installation dans les bas-fonds, mais avant, on suit ce reportage. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Vous voyez. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer, à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présumés de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. Voilà, l'installation dans les milieux naturels est une infraction. Ça, on ne le sait pas toujours. Cécile Rondé, merci déjà à Amandine Agnambossou pour ce reportage. On retrouve donc Cécile en plateau. Cécile Rondé, bonsoir. Bonsoir, Ania Tibelo. Comment vous allez? Je vais très bien, chez vous? Ça va aussi. Ce soir, on s'intéresse au bas-fond. Oui, ce soir, on s'intéresse au bas-fond. Je vous laisse d'abord présenter notre invité. Notre invité, c'est le docteur Gildas Didorokpen. Il est hydro-environnementaliste. Il est là pour nous dire les conséquences lorsqu'on s'installe ou lorsqu'on construit sur les lignes d'écoulement d'eau ou on occupe les bas-fonds, ce que cela peut engendrer comme conséquence. On y va donc. Alors, dites-nous, Gildas Didorokpen, lorsque l'homme construit sur les lignes d'écoulement d'eau, qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence? Merci beaucoup, madame. Lorsque l'homme vient construire sur les lits d'eau, on parle de lits ici, ça engendre beaucoup de conséquences. Les conséquences sont de plusieurs ordres. Nous avons des conséquences directes et des conséquences indirectes. Au nom des conséquences directes, nous pouvons parler de ce que nous vivons tous aujourd'hui à Cotonou,
je veux parler de l'inondation. D'accord. L'homme quitte son village et vient s'installer En ville. sur le chemin de l'eau ou précisément dans les lits d'eau. Si je parle de lits d'eau, je veux parler de l'emplacement qu'occupent les eaux des différents systèmes d'eau, des différents systèmes de cours d'eau que nous avons ici au Bénin. Et lorsqu'on occupe les bas-fonds ou les lits d'eau, on dérange les espèces aquatiques qui sont censées occuper et habiter ces zones. Ces espèces-là, quand l'homme prend leur place, où vont ces espèces-là? Où vont-ils? Et ils migrent vers les plans d'eau, vers la mer, dans la mer, où ils disparaissent complètement. En dehors de cette première conséquence directe qu'est l'inondation, les autres conséquences sont des conséquences qu'on peut ressentir au sein des écosystèmes aquatiques, c'est-à-dire le lieu final de ces cours d'eau, de ces eaux qui cheminent. Et là, nous avons les impacts sur la biodiversité. Quand je parle de la biodiversité, je veux parler de l'ensemble des êtres vivants qu'on retrouve dans ces écosystèmes. Cette biodiversité, elle est carrément, en ce moment, elle est détruite. Totalement? Totalement, parce que si je dis totalement... Vous avez des preuves? Est-ce qu'il y a des espèces oui, dont vous avez connaissance qui ont disparu du tout et totalement et qu'on ne voit plus? Il faut noter d'abord que c'est une conséquence à long terme, pas une conséquence qui se sent immédiatement. À long terme, parce que je prends par exemple le peuplement histologique, c'est-à-dire le peuplement de poissons dont vous parlez, qui constitue aujourd'hui une première source de protéines pour la population béninoise. Il y a certaines espèces de poissons qui exigent par exemple une quantité minimale d'eau pour se reproduire. Et s'il n'y a pas cette quantité d'eau, c'est dit que cette espèce ne peut pas se reproduire. Si elle ne se reproduit pas, à la longue, elle va disparaître. Il y a d'autres espèces de poissons, par exemple, qui exigent un fort taux d'oxygène. Et ce fort taux d'oxygène est lié à la dynamique de l'eau. Et s'il n'y a pas cette dynamique de l'eau, ce mouvement de l'eau, ce cheminement normal de l'eau, c'est dire qu'il n'y a pas ce taux d'oxygène. Et les espèces qui vont par conséquent exiger ce fort taux d'oxygène vont par la suite migrer si les conditions sont remplies. Si les conditions ne sont pas remplies, c'est dire que ces espèces peuvent par la suite disparaître également du milieu. Voilà. Alors, on dit que Cotonou ne devrait pas être occupé par nous les hommes, que c'est un milieu réservé pour les activités liées au maraîchage et autres, la pêche. Est-ce que vous avez une idée de cette information? Dire que Cotonou ne devait pas exister, c'est trop parler. Non, elle n'a pas existé. Oui. Nous ne devons pas occuper, venir quitter les villages comme on le constate actuellement, venir s'installer, construire, habiter à Cotonou. Non, on devait faire de Cotonou une zone des activités liées à la pêche, l'agriculture, toute activité de maraîchage, par exemple. Pas tout Cotonou. Okay. Je prends le cas d'un quartier qu'on appelle aujourd'hui Agla, qui est presque inondé à tout moment, quelle que soit la saison. Voilà, par exemple, un quartier qu'on ne devait pas habiter. Il y a des quartiers qu'on pouvait habiter et les quartiers qu'on devait habiter si on tenait compte d'un plan qu'on appelle le plan d'aménagement du territoire. Malheureusement, ce plan, s'il existe au Bénin, il est peut-être mal conçu ou bafoué pour plusieurs raisons. Et là, on peut dire que Cotonou va connaître assez d'inondations si ce plan d'aménagement n'est pas respecté. D'accord. Oui. Est-ce que le plan existe? Oui. Mais je vois, quand on va à Saint-Cécile, par exemple, on constate que les gens essayaient de remblayer les bas-fonds pour construire. Est-ce que c'est la faute aux décideurs ou c'est la faute aux populations elles-mêmes? Quel est votre regard? Est-ce qu'on peut encore corriger les choses, travailler, sensibiliser et libérer les espaces, les zones humides pour permettre à ces espèces d'habiter, de nous nourrir? On peut corriger On peut corriger, mais corriger en détruisant beaucoup. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, ce que nous avons vécu sur le pont de Djonou, à Godomé. Il a fallu que les autorités prennent des dispositions pour déguerpir les installations qui ont été faites et en un temps record, nous avons eu satisfaction. Donc c'est pour dire que
Si on pouvait revenir à ces plans d'aménagement, on peut quand même libérer un peu Cotonou de cette inondation que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Mais Cécile Rondier, si vous permettez, j'aimerais qu'on revienne aux espèces aquatiques. Oui. Qu'on le veuille ou pas, l'homme s'est déjà installé au niveau des endroits où il ne devrait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen de pouvoir peut-être récupérer ou sauver ces espèces, trouver une formule quand même pour qu'on ne les perde pas, pour que la biodiversité ne ressente pas trop l'impact? En tant qu'écologiste, quand nous soulevons ces problèmes, nous avons souvent ce qu'on appelle les apports de solutions. D'accord. Pas des solutions. Des apports de solutions pour permettre aux générations à venir de savoir quand même toucher à la nature, à l'environnement. Il serait compliqué de restaurer tout ce que nous avons déjà perdu, mais on peut quand même sauvegarder le peu qui nous reste. Et ce peu, c'est mettre à disposition des générations à venir, de la génération présente d'abord, des générations à venir, des plans d'aménagement qu'il faut respecter. D'accord. Alors nous disposons la nouvelle loi sur la nouvelle loi sur le cadre sur l'aménagement du territoire a été adoptée en mai 2016. Et jusque-là, on constate que les gens sont encore... Rien ne bouge. Que prévoit cette nouvelle loi? Que dit la nouvelle loi? Nous allons rappeler cela à ceux qui ont occupé, ceux qui sont déjà installés sur ces milieux-là, pour qu'ils savent que d'ici à là, on peut les demander de quitter parce qu'on a besoin de ces espèces-là pour pouvoir... Donc, Cécile, on peut y aller. Ce sera le mot de fin de Gildas Didot-Roquin. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? La loi est là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire aux populations? La loi est là. Et en février passé, le ministre qui est en charge du ministère a installé les conseils. Les conseils, oui. En février passé, voilà, installé les conseils. Et nous attendons impatiemment les actions de ce conseil. Et pour mot de fin, je vais faire des doléances, des apports de solutions à travers les doléances et de demander aux autorités de ce pays d'associer désormais les acteurs des systèmes écologiques, des écosystèmes aquatiques à ces prises de décision. D'accord. C'est important. Vous avez oublié les populations, hein? Bon, nous d'abord. Nous d'abord. Les écologistes d'abord. Nous saurons comment aborder la population. Comment aborder la population. Voilà. Cécile Rondier, vous allez revenir peut-être avec quelqu'un qui vit sur le lit de l'eau. On verra bien.